Il est, prétendent les gens d'expérience, très raisonnable de partir d'un principe. J'y consens et je pars du principe que tous les hommes sont ennuyeux. Y aurait-il un fâcheux pour me contredire? Ce principe possède éminemment la puissance de répulsion qu'on exige toujours du négatif, principe même du mouvement, et non seulement il repousse, il rebute encore infiniment, et qu'il a dans le dos doit nécessairement aller à une vitesse infinie de découverte en découverte. Car si mon principe est exact, il suffit simplement de modérer ou d'accélérer l'impetus, la vitesse dont on est animé, et à la marche ainsi réglée, d'examiner sur soi combien l'ennui est pernicieux pour l'homme. Et si, au risque de détraquer la locomotive, on pousse la vitesse au maximum, il suffit de se dire « l'ennui est la source de tous les maux ». Il est assez curieux que l'ennui, par nature si calme et si posé, puisse avoir une pareille force d'impulsion. Il exerce un effet tout à fait magique, seulement cet effet, loin d'être attrayant, est repoussant. Combien l'ennui est pernicieux, tout le monde le reconnaît aussi au sujet des enfants. Aussi longtemps qu'ils s'amusent, ils sont gentils, on peut le dire sans le moindre réserve. Car s'il leur arrive d'être insupportable même en plein jeu, c'est que l'ennui se met de la partie. Il est déjà en marche à sa façon. Aussi, quand on choisit une bonne d'enfant, on attache toujours une importance primordiale à ses vertus de sobriété, de fidélité, d'honnêteté, mais on tient compte encore d'une aptitude d'ordre esthétique. C'est-elle amuser les enfants, et l'on n'hésiterait pas à en renvoyer celle qui aurait les plus hautes qualités, mais non, cette aptitude, le principe est ici clairement reconnu, mais le train du monde est si étrange, l'habitude et l'ennui, ils dominent tellement que le cas de la bonne d'enfant est le seul où l'esthétique voit son droit respecté. Essayez de divorcer parce que votre femme est assommante, de déposer un roi parce qu'on en a assez de le voir, d'exiler un prêtre parce qu'il est insupportable à entendre, de renvoyer un ministre ou de condamner à mort un journaliste parce qu'il est ennuyeux à mourir. Vous n'en viendrez pas à bout. Étonnez-vous donc que le monde aille à reculons, que le mal se répande toujours plus, qu'en va croissant l'ennui, source de tous les maux. On peut le vérifier depuis le commencement du monde. Les dieux s'ennuyaient et créèrent les hommes. Adam s'ennuyait d'être seul, Ève fut créée. Dès ce moment, l'ennui fut dans le monde et s'étendit dans l'exacte mesure où la population se propagea. Adam s'ennuya d'abord seul, puis en compagnie d'Ève. Puis Adam, Ève, Caïn et Abel s'ennuyèrent en famille. Puis la population croissant dans le monde, les peuples s'ennuyèrent en masse. Pour se distraire, ils eurent l'idée de construire une tour si haute qu'elle atteignait aux nues. L'idée, aussi ennuyeuse que la tour était haute, prouve de terrible façon à quel point l'ennui avait pris le dessus. Alors les peuples se dispersèrent par le monde, comme on fait aujourd'hui un voyage à l'étranger, mais l'ennui les accompagna. Et quelle suite n'eut-il pas? L'homme déchu de toute sa grandeur, d'abord à cause d'Ève, puis en tombant de la tour de Babel. D'un autre côté, qu'est-ce qui a retardé la chute de Rome? Panis et circenses, du pain et des jeux. Que fait-on de nos jours? Songe-t-on à quelques moyens de distraction? Au contraire, on accélère la décadence. On parle de convoquer les États généraux. Peut-on rien imaginer de plus ennuyeux, aussi bien pour messieurs les députés que pour les lecteurs du journal relatant les séances? On veut améliorer les finances de l'État. On propose des économies. Peut-on rien trouver de plus ennuyeux? Au lieu d'accroître la dette, on s'avise de la payer. D'après mes informations politiques, le Danemark pourrait facilement émettre un emprunt de 15 millions. Pourquoi personne n'y pense-t-il? De temps en temps,
On entend dire qu'un homme de génie ne paie pas ses dettes. Pourquoi l'État ne ferait-il pas de même si tout le monde est d'accord qu'on émette donc un emprunt de 15 millions destiné non à l'amortissement, mais à des réjouissances publiques. Célébrons le millénaire du royaume dans la liesse et les plaisirs. On voit partout des troncs où l'on peut verser son obole. De même, il devrait y avoir partout des coupes remplies d'argent. Tout serait pour rien, on irait au théâtre, gratis. Gratis chez les filles, gratis à des Hogan. On serait enterré gratis et les discours au cimetière seraient prononcés gratis. Je dis gratis, car lorsqu'on a toujours de l'argent à sa disposition, tout est bien gratis. En un sens, la propriété serait interdite à tous, moi seul excepté. Je me réserve 100 riksdals par jour, garantis sur la Banque de Londres et pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas moins. Ensuite, l'idée de moi. Enfin, on ne peut pas savoir si je n'aurai pas une autre idée lumineuse quand les 15 millions seront évaporés. Le résultat de ce bien-être, me demanderez-vous? Toutes les célébrités accourraient ici, artistes, acteurs, danseuses. Copenhague deviendrait une seconde Athènes. Le résultat, tous les millionnaires s'établiraient dans notre ville. Le Shah de Perse et le roi d'Angleterre, entre autres, viendraient aussi. Et voici ma seconde idée. On s'empare de la personne du Shah. Vous allez dire, oui, mais s'il y a une révolution en Perse, on mettra un nouveau monarque sur le trône. C'est arrivé si souvent. Et le vieux Shah baissera de prix. Alors, je propose de le vendre aux Turcs, qui saura bien en faire de l'argent. Et puis, il y a une chose que nos politiciens n'ont pas du tout l'air de voir. Le Danemark, c'est l'équilibre de l'Europe. On ne saurait rêver d'existence plus heureuse. Et je parle d'expérience, moi qui ai été une fois le facteur d'équilibre d'une famille. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Les suites ne retombaient jamais sur moi, toujours sur les autres. Puisse mon discours parvenir à vos oreilles, vous qui tenez les rênes du gouvernement, vous, représentants du roi et du peuple, sages et vertueux citoyens de toutes les classes, prenez garde, le vieux Danemark se meurt. Oh, fatalité, il se meurt d'ennui, au comble de fatalité. Autant jadis, devenait roi celui qui faisait le plus bel éloge du monarque défunt. Aujourd'hui devrait être roi le meilleur diseur de bons mots, et prince héritier, celui qui aurait donné lieu au meilleur trait d'esprit. Mais où m'entraînes-tu, bel et sensible enthousiasme? Ouvrirai-je ainsi la bouche pour m'adresser à mes contemporains et les initier à ma sagesse? Nullement, car celle-ci n'est pas précisément zum gebra für jedermann à l'usage de chacun, et le plus sage est toujours de ne pas donner les règles de la sagesse. Je ne désire donc pas faire d'adepte, mais s'il y avait quelqu'un à mon lit de mort, peut-être, quand je serais sûr d'être à ma fin, peut-être, dans un accès de délire philanthropique, lui murmurerais-je à l'oreille ma doctrine, ignorant d'ailleurs si je lui rendrais service ou non. On va répétant que l'homme est un animal sociable. En réalité, il est une bête féroce. Comme le montrent ses dents, toutes ces sornettes sur la société et la sociabilité sont aussi de la tartufferie héréditaire et de la dissimulation intéressée. Je dis que tous les hommes sont ennuyeux, mais le mot se prête à une distinction. Ennuyeux, en effet, peut se dire de celui qui ennuie les autres et de celui qui s'ennuie pour son propre compte. Ce qui ennuie les autres, c'est la plèbe, la masse et, d'une manière générale, l'immense cortège de l'humanité. Ceux qui s'ennuient eux-mêmes, ce sont les élus, l'aristocratie et, chose curieuse, ceux qui ne s'ennuient pas ennuient d'ordinaire les autres. En revanche, ceux qui s'ennuient amusent la galerie. Ceux qui ne s'ennuient pas sont d'habitude tous les affairés du monde qui, pour cette raison justement, sont les plus assommants, les plus insupportables.
Cette catégorie animale n'est assurément pas le fruit de la convoitise de l'homme et de l'envie de la femme. Comme toutes les séries animales inférieures, elle se caractérise par une grande fécondité et elle se multiplie d'incroyables façons aussi. Je ne comprends pas que, pour produire de tels êtres, il faille 9 mois à la nature qui devrait bien plutôt les enfanter à la grosse. L'autre classe comprend les esprits distingués qui s'ennuient tout seuls. J'ai noté qu'ils amusent d'ordinaire les autres, parfois de façon extérieure. Le peuple, et puis réellement les co-initiés. Plus leur ennui est profond, plus aussi les sujets de distraction qu'ils offrent à autrui sont puissants, même lorsque l'ennui est au comble, car ou bien ils en meurent, catégorie passive, ou bien ils se brûlent la cervelle par curiosité, catégorie active. L'oisiveté, a-t-on coutume de dire, est la mère de tous les maux contre lesquels on préconise le travail. On voit bien, à la crainte comme au remède, l'origine plébéienne du dicton. L'oisiveté, comme telle, n'est pas du tout la mère de tous les maux. Elle est au contraire une vie véritablement divine, à condition de ne pas s'y ennuyer. Elle peut même amener la perte de la fortune, mais une âme bien née ne craint rien d'autre que l'ennui. Dans l'Olympe, les dieux ne s'ennuyaient pas, ils menaient joyeuse vie au sein d'une heureuse oisiveté. Une belle femme qui ne coud, ne file, ne repasse, ne lit, ni ne fait de musique est heureuse en son désœuvrement, car elle ne s'y ennuie pas. Loin d'être la mère de tous les maux, l'oisiveté est plutôt le vrai bien. La source de tout mal, c'est l'ennui. Et c'est lui qu'il faut écarter. L'oisiveté n'est pas mauvaise. Il faut même dire que tout homme qui n'en a pas le sens montre qu'il ne s'est pas élevé jusqu'au plan humain. Il y a une activité infatigable où l'homme se bannit du monde de l'esprit et se ravale au rang des animaux que l'instinct condamne au mouvement continuel. Il y a des gens remarquablement doués pour voir en tout une affaire. La vie entière est pour eux une affaire. Ils deviennent amoureux et se marient. Ils écoutent un beau mot et admirent un tour de force avec le même empressement dont ils témoignent à leur travail au bureau. Le proverbe latin « Otium est pulvinar diaboli » l'oisiveté est l'oreiller du diable, est bien vrai, mais le diable n'a pas le temps d'y poser la tête quand on ne s'ennuie pas. Cependant, quand les gens croient que la destinée de l'homme est de travailler, l'antithèse de l'oisiveté et du travail est exacte, mais la mienne ne l'est pas moins quand je pose que la destinée de l'homme est de s'amuser. L'ennui, c'est le panthéisme démoniaque. Si l'on s'en tient à l'ennui comme tel, il devient funeste. En revanche, il a sa vérité dès qu'on le supprime, ce qu'on ne fait qu'en s'amusant. Ergo, on doit s'amuser. Dire que le travail le supprime, c'est parler dans le vague, car le travail peut bien mettre fin à l'oisiveté à laquelle il s'oppose, mais non à l'ennui. Témoins ces travailleurs acharnés, ces insectes infatigables, dans leur bourdonnement bourdonnant, ne sont-ils pas les plus ennuyeux de tous? Et s'ils ne s'ennuient pas, la raison en est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'ennui, mais l'ennui n'a pas disparu pour cela. L'ennui est d'une part une génialité immédiate et de l'autre, une immédiateté acquise. À tout prendre, les Anglais sont la nation modèle. L'indolence vraiment géniale est un oiseau rare. La nature l'ignore, elle appartient au monde de l'esprit. On rencontre parfois un Anglais voyageur qui semble incarner cette génialité. On dirait une marmotte en léthargie, dont tout le vocabulaire se réduit à un monosyllabe, à une exclamation qui lui permet d'exprimer la plus haute admiration et la suprême indifférence. Parce que ces deux sentiments ont perdu toute originalité en se rejoignant dans l'ennui. Aucun autre peuple ne produit de semblables phénomènes. Tout citoyen d'un autre pays est toujours un peu vif et non point si absolument mort-né. La seule analogie que je connaisse est celle des apôtres
à l'enthousiasme creux dont toute la vie s'écoule en proférant la même exclamation. Gens qui font tout à propos, profession d'enthousiasme, se trouvent partout et crient « Ha ! Oh !» devant un événement considérable ou insignifiant parce que cette différence s'est effacée à leurs yeux dans le vide d'un enthousiasme aussi aveugle que bruyant. L'autre genre d'ennui résulte souvent de la distinction mal comprise. Il est triste, semble-t-il, que le remède à l'ennui puisse ainsi le provoquer, mais cela n'arrive que lorsque le remède est mal appliqué. Une distraction mal comprise, généralement excentrique, comporte aussi l'ennui qui, de la sorte, se fait jour et se montre comme l'immédiat. Chez le cheval, on distingue l'encéphalite mortelle et l'encéphalite bénigne, mais c'est toujours l'encéphalite. De même, on peut distinguer deux sortes d'ennui, mais c'est toujours l'ennui. Au panthéisme est généralement liée l'idée de plénitude. Pour l'ennui, c'est l'inverse. Il repose sur le vide, d'où justement son caractère panthéiste. Il repose sur le rien qui se glisse à travers l'existence. Il cause un vertige semblable à celui que l'on éprouve à regarder un abîme sans fond. C'est le vertige sans fin que la distraction excentrique dont nous parlions se fonde sur l'ennui. On peut encore le voir à ce qu'elle retentit sans résonance dans le néant. En effet, il n'y a pas même de quoi rendre possible un écho. L'ennui étant la vraie source de tout mal, comme nous l'avons montré, quoi de plus naturel que de chercher à le surmonter. Mais ici, comme partout, et il s'agit avant tout de sang-froid et de circonspection, si l'on ne veut pas se livrer au démon de l'ennui sous prétexte de le fuir. Tous ceux qui s'ennuient réclament le changement. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Seulement, il faut agir suivant des principes. En quoi mes vues s'écartent de la conception générale? Je le montre suffisamment dans ce terme de culture alternée. Il peut paraître équivoque, et si je l'emploie pour désigner la méthode générale, je devrais dire que la culture alternée consiste à changer toujours de terrain. Mais le cultivateur n'entend pas le mot ainsi. Je le prendrai cependant un instant dans cette acception pour parler de la culture alternée fondée sur le changement, au sens extensif, sans borne, à l'infini. C'est la culture alternée au sens vulgaire et fruste. Sa pratique est une illusion. Est-on là de vivre à la campagne, en route pour la capitale? En a-t-on assez de son pays? On va à l'étranger. Est-on europameude? Fatigué de l'Europe, on s'embarque pour l'Amérique, et ainsi de suite. On s'abandonne à l'espoir enthousiaste d'un voyage sans fin, d'étoile en étoile. Le mouvement peut avoir un autre caractère, mais toujours du même ordre extensif. Est-on là de manger dans de la vaisselle de porcelaine? On prend des couverts d'argent. Est-on dégoûté? On recourt à un service en or. On brûle la moitié de Rome pour se représenter l'incendie de Troie. Cette méthode porte sa condamnation. Elle est le mauvais infini. À quoi d'ailleurs aboutit Néron? L'empereur Antonin n'était-il pas plus sage, lui qui dit Anabionai soi et gestingile palinta
Lyon, et Biblia. Et il est en ton pouvoir de régir, revois les choses comme tu les as déjà vues. C'est en cela que consiste le revenu dans la vie. Livre 7 de Suétone, vie des 12 Césars. Chapitre. La méthode que je propose ne consiste pas à changer de terrain, mais, comme dans la véritable culture alternée, à varier les procédés de culture et les semences. Nous voici d'emblée au principe de l'imitation, seul salutaire au monde. Plus on se limite, plus on devient ingénieux. Un prisonnier à vie est très inventif en sa solitude. Une araignée, pour lui, l'occasion d'un grand divertissement, qu'on pense au banc de l'école à cet âge où nul égard d'ordre esthétique n'est pris en considération dans le choix des maîtres, de ce fait souvent fort ennuyeux. De quelle ingéniosité n'a-t-on pas fait preuve comme écolier? Quel amusement de capturer une mouche, de l'enfermer sous une coquille de noix et de l'avoir manœuvré la machine. Quelle joie de creuser un trou dans la table, d'y glisser une mouche et de l'observer à travers un morceau de papier. Quelle distraction d'entendre les gouttes d'eau tomber du toit une à une, uniformément. Quel maître observateur on devient. Rien ne vous échappe. Pas le moindre bruit, pas le plus léger mouvement. Ici se trouve exploité à fond le principe suivant, lequel on cherche, l'apaisement de l'ennui, non dans l'extensif, mais dans l'intensif. Plus un homme se montre ingénieux, à varier sa méthode d'exploitation, mieux il s'en trouve, mais toute modification particulière n'en relève pas moins de la règle générale du rapport entre se ressouvenir et oublier. Toute la vie se meut suivant ces deux courants dont il importe par conséquent d'être bien maître. Il faut commencer par jeter l'espérance par-dessus bord pour entreprendre de vivre en artiste. Tant qu'on espère, on ne peut se limiter. Il est très beau de voir un homme prendre le large au bon vent de l'espérance. On peut profiter de l'occasion et partir à la remorque, mais l'on ne doit jamais avoir l'espérance à bord de son esquif, du moins comme pilote, car elle est un guide perfide. Aussi était-elle l'un des présents suspects de Prométhée qui la donna aux hommes au lieu de la préscience des immortels. Oublier. Tous les hommes le veulent. Quand il leur arrive un désagrément, ils disent toujours « si l'on avait pu oublier », mais l'oubli est un art qui demande apprentissage. La faculté d'oubli dépend toujours de la manière de se rappeler, laquelle dépend à son tour de la manière de vivre la réalité. Celui qui, animé de toute la vitesse de l'espérance, s'échoue en pleine course, se rappelle de telle sorte qu'il est incapable d'oublier. Aussi, ni l'admirari ne s'étonnait de rien. Horace, Épître 1, 6, première. Voilà la sagesse véritable. Aucun moment de la vie ne doit prendre une importance telle qu'on ne puisse l'oublier quand on veut. En revanche, tout moment de la vie doit en avoir suffisamment pour permettre de se le rappeler à volonté. L'âge où l'on se rappelle le mieux, l'enfance, est aussi le plus oublieux. Plus le souvenir est imprégné de poésie, plus aussi l'oubli est facile, car le souvenir poétique n'est qu'une autre expression de l'oubli. Quand je me rappelle en poète, le vécu a déjà subi un changement où il s'est dépouillé de tout ce qui avait pénible. Pour être ainsi capable de se ressouvenir, il faut bien prendre garde à sa manière de vivre et surtout de jouir.
Si l'on épuise toute la jouissance, si l'on prend toujours le maximum de ce qu'elle peut donner, on ne sera plus capable de se ressouvenir ni d'oublier. Alors en effet, il ne reste plus que le souvenir d'une satiété dont on ne désire que l'oubli, mais qui tourmente désormais d'un ressouvenir involontaire. Aussi, quand on observe qu'on est trop fortement entraîné par la jouissance ou par une inclination, on s'arrête un instant pour se ressouvenir. Nul moyen ne dégoûte mieux de pousser trop loin la jouissance. On la gouverne dès le début. On ne met pas toute voile dehors à chaque résolution. On s'abandonne avec une certaine méfiance et on fait alors mentir le proverbe qu'on ne peut pas tout avoir à la fois. Sans doute, la police interdit le port secret des armes. Pourtant, il n'est pas d'arme plus dangereuse que l'art de pouvoir se ressouvenir. On éprouve un sentiment tout particulier quand au milieu de la jouissance, on l'observe et la soumet au souvenir. Quand on s'est ainsi perfectionné dans l'art d'oublier et de se ressouvenir, on est capable de jouer en volant avec la vie tout entière. On peut mesurer l'élasticité de l'esprit humain à la puissance d'oubli. Celui qui ne peut oublier n'arrive pas à grand-chose. Je ne sais si jaillit quelque part un l'été, mais je sais que cet art de l'oubli peut se cultiver. Cependant, il ne consiste nullement à faire disparaître sans trace une impression précise, car l'oubli n'est pas identique à l'art d'oublier. On voit de là combien les gens, en général, ont peu le sens de cet art, car ils ne veulent le plus souvent oublier que le désagréable et non l'agréable, en quoi ils font preuve d'une complète partialité. L'oubli est en effet l'expression même de l'assimilation véritable, qui réduit le vécu à une sorte de table de résonance. Si la nature est si grande, c'est qu'elle a oublié qu'elle a été chaos. Mais cette pensée peut néanmoins constamment surgir. On rattache d'ordinaire l'idée d'oubli aux choses déplaisantes. C'est pourquoi on se l'imagine généralement comme une sauvage puissance d'étourdissement. Mais l'oubli est au contraire une paisible occupation et il se doit appliquer à l'agréable non moins qu'au désagréable. Même l'agréable a comme passé, et justement, comme passé son désagrément, et il peut de la sorte éveiller le regret. Ce désagrément disparaît grâce à l'oubli. Le désagréable, tout le monde en convient, a quelque chose d'irritant. Or l'oubli l'en dépouille, mais si l'on fait comme tant de mauvais praticiens dans l'art d'oublier, si l'on élimine complètement le désagréable, l'on ne tardera guère à voir le résultat. Souvent, dans un moment d'inattention, il vous surprend avec toute la puissance du soudain. Cette intervention est tout à fait contraire à l'organisation bien réglée d'un cerveau raisonnable. Nulle infortune, nulle adversité ne revêche au point de refuser une flatterie. Cerbère lui-même acceptait les gâteaux de miel. Et les petites jeunes filles ne sont pas les seules sensibles aux compliments. On abuse de belles paroles, l'infortune que l'on émousse de la sorte. On ne désire nullement l'oublier, on l'oublie pour s'en ressouvenir. On se permet ces ruses, même à l'égard des souvenirs tels qu'un éternel oubli semble leur seul remède. Et ces procédés de faussaires réussissent à qui est habile. L'oubli est le ciseau qui coupe et fait tomber l'inutile, mais il faut bien le noter, sous le contrôle souverain du ressouvenir. L'oubli et le ressouvenir sont ainsi identiques, et l'identité produite avec cet art est le point archimédique d'où l'on soulève le monde entier. Quand on dit que l'on inscrit une chose au livre de l'oubli, on signifie bien qu'elle est à la fois oubliée et conservée. L'art de se ressouvenir et d'oublier empêchera donc aussi de s'immobiliser dans une situation donnée où il assurera une parfaite aisance de mouvement. Qu'on se garde donc de l'amitié,
Comment définir un ami? Il n'est pas ce que la philosophie appelle l'autre chose nécessaire, mais le tiers superflu. Quel est le protocole de l'amitié? On choque les verres. On se tutoie, on s'ouvre une veine, et l'on mêle son sang à celui de l'ami. Il est difficile de préciser le moment, mais il s'annonce de façon mystérieuse. On sent qu'on ne peut plus se dire oui. Une fois ce sentiment bien posé, on ne risque plus de se tromper, comme Gerd Westphaler quand il trinque avec le bourreau et le tutoie. Quel est le critère infaillible de l'amitié? Idem vel, et à des moments, firma amicitia, vouloir les mêmes choses, repousser les mêmes choses, c'est cela seulement qui constitue la solide amitié. Confère saluste, conjuration de calcul 20, 4. Vouloir les mêmes choses, repousser les mêmes choses, c'est cela seulement qui constitue la solide amitié. Dit un auteur de l'Antiquité, du ton le plus ennuyeux, quel est le rôle de l'amitié? De se prêter assistance mutuelle, morale et matérielle. Si deux amis se lient étroitement, c'est pour être tout l'un pour l'autre, et cela bien que deux hommes ne puissent que s'importuner. Ils se prêtent de l'argent, s'aident à mettre ou à ôter le par-dessus, sont l'humble serviteur l'un de l'autre, se font d'une sincère visite de nouvel an, se présentent leurs félicitations au mariage, aux naissances et leurs condoléances à l'enterrement. Mais si l'on s'abstient de l'amitié, l'on ne doit pas pour cela vivre sans aucun contact avec ses semblables. Loin de là. Les relations peuvent même parfois devenir assez intimes. Seulement, tout en réglant un certain temps sa marche sur celle d'autrui, il faut cependant avoir une vitesse assez rapide pour fausser compagnie. Pareille conduite, croit-on, laisse des souvenirs désagréables. Il est déplaisant de n'être plus rien pour quelqu'un après avoir été quelque chose pour lui, mais on se méprend. Ce sentiment de déplaisir, en effet, est un condiment qui relève la fadeur de la vie. Par ailleurs, ce lâchage peut aussi avoir son intérêt. Il faut seulement veiller à ne jamais s'embourber et voir toujours pour cela l'oubli à sa disposition, prêt à jouer. Le bon cultivateur laisse un terrain en friche. Une sage doctrine sociale donne le même conseil. Tout revient, mais sous un nouvel aspect. Les choses, une fois admises dans le système de culture alternée, y restent, mais prennent des formes diverses suivant le mode d'exploitation. On espère ainsi tout naturellement revoir ses amis et connaissances du temps jadis dans un monde meilleur, sans partager la crainte vulgaire de les trouver méconnaissables. On craindrait plutôt de les retrouver tout pareils. On ne saurait croire quel avantage même l'homme le plus insignifiant peut gagner à être cultivé suivant une méthode aussi rationnelle. Qu'on ne s'engage jamais dans le mariage. Les époux se promettent un amour éternel. Ce n'est pas difficile, mais le serment ne signifie pas grand-chose non plus. Car on vient à bout de l'éternité comme du temps. Si donc les intéressés, au lieu de dire pour toujours, disaient jusqu'à Pâques ou jusqu'au 1er mai, leurs propos auraient un sens, ils diraient quelque chose et feraient une promesse qu'ils pourraient tenir. Et qu'arrive-t-il dans le mariage? Après quelque temps, l'un des conjoints s'avise que cela ne va pas. Alors l'autre se plaint et crie à l'infidélité, à la trahison. Là-dessus, après un petit intervalle, l'autre conjoint arrive au même point et l'on passe mutuellement en condamnation en concluant une alliance de neutralité. L'infidélité réciproque est absoute pour le consentement
et la satisfaction des parties. Cependant, il est trop tard, car le divorce comporte de grandes difficultés. S'il en est ainsi du mariage, on ne peut être surpris qu'il faille de maintes manières l'étayer de solides appuis moraux. Quand un mari veut se séparer de sa femme, on s'écrie « Quel triste individu, quel misérable !» etc. Quelle piètre défense du mariage et quelle attaque indirecte contre lui. Ou bien le mariage est une réalité intrinsèque et on est alors assez puni d'être privé de celle-ci, ou bien il n'a pas de réalité et dans ce cas il est absurde d'injurier le malheureux, au contraire plus sage que les autres. Quand un homme fatigué de son argent le jette par la fenêtre, personne ne l'accuse de commettre une vile action, car de deux choses l'une, ou bien l'argent est chose réelle et l'on est assez puni de s'en priver, ou bien il n'a pas de réalité et l'on agit alors sagement. Il faut toujours éviter de contracter pour la vie des liens où l'on risque de voir croître le nombre des intéressés. L'amitié est déjà dangereuse, mais le mariage encore plus. On dit assurément que les époux ne font plus qu'un, mais c'est une façon de parler fort, obscure et mystérieuse. À plusieurs, on perd sa liberté, on ne peut plus prendre ses bottes de voyage à son gré. Impossible même de flâner à sa guise. À ton prix, femme, c'est difficile. Si l'on a femme et peut-être des enfants, c'est un sujet d'ennui. Si l'on a femme et enfants, c'est impossible. Sans doute, on a bien vu chez les tziganes une femme porter son mari sur son dos toute sa vie, mais ce cas est une exception. Et d'ailleurs, à la longue, ce mode de voyage est fatigant pour l'homme. Le mariage oblige en outre à observer une très funeste continuité dans les us et coutumes qui sont comme la pluie et le beau temps absolument rebelles à toute prévision. Si je suis bien informé, au Japon, c'est l'usage que les hommes gardent le lit comme les accouchés. Pourquoi le temps ne vient-il pas où l'on adoptera en Europe les coutumes des autres parties du monde? L'amitié est déjà dangereuse. Et le mariage encore plus, car la femme sera toujours la perdition de l'homme, dès qu'il contracte avec elle des rapports durables. Imaginez un jeune homme fougueux comme un coursier arabe, et mariez-le, il est perdu. D'abord, la femme est fière, puis elle est faible, ensuite elle a ses nerfs, et là-dessus, le mari et enfin toute la famille. L'amour d'une femme n'est que fin des faiblesse. Reste-t-on célibataire, la vie n'est pas pour cela dépourvue des roses. L'éros doit aussi receler l'infini, mais l'infini de la poésie qui peut tout aussi bien se borner à une heure qu'à un mois. Quand deux êtres s'éprennent l'un de l'autre et pressentent qu'ils sont destinés l'un à l'autre, il importe d'avoir le courage de rompre. Car on a tout à perdre, on persisterait rien à gagner. Paradoxe, dira-t-on, et c'est vrai pour le sentiment, mais non pour la raison. Dans ce domaine, il s'agit surtout de savoir utiliser les dispositions affectives. En étant capable, on peut alors dérouler une suite inépuisable de combinaisons qu'on ne se charge jamais d'une fonction publique. Si on le fait, on ne devient ni plus ni moins que Monsieur Tout-le-Monde, un petit rouage dans la machine du cœur social. On cesse d'être chef d'entreprise et les théories ne sont plus qu'airs utiles. On reçoit un titre qui comporte toute la séquelle du mal et du péché. On trime en esclave sous une loi toujours aussi ennuyeuse que l'avancement soit rapide ou lent à venir. On ne se débarrasse jamais plus d'un titre à moins de commettre un crime possible de la peine du fouet. Et même alors, on n'est pas sûr de ne pas être gracié par faveur royale.
est de ne pas recouvrer son titre. Que si l'on s'abstient d'une fonction publique, cela ne veut pas dire qu'il faille rester inactif, mais bien qu'il convient d'attacher du prix à toute occupation identique à l'oisiveté. On doit exercer toutes les variétés d'art non lucratifs. Toutefois, en l'occurrence, il s'agit de se cultiver moins au sens extensif qu'intensif et même assez âgé, de justifier le proverbe qu'il faut peu de choses pour amuser les enfants. Suivant une sage doctrine sociale, il faut varier le terrain dans une certaine mesure, car si l'on prétend faire d'une seule personne l'intérêt de sa vie, mon système de culture alternée devient impossible exactement comme il est impossible à un paysan possédant un seul arpent d'avoir des jachères, lesquelles sont d'une extrême importance. De même aussi, on doit se varier soi-même, et c'est tout le secret. Pour cela, il faut nécessairement être maître de son humeur. Si l'on entend par là qu'il faille être en mesure de produire à volonté les manifestations, la chose est impossible. Mais la sagesse apprend à tirer parti de l'instant. Un bon marin scrute toujours le large. Il voit venir la bourrasque longtemps à l'avance. De même, on doit toujours prévoir un peu l'humeur. Il faut savoir quelle répercussion elle a sur soi-même et vraisemblablement aussi sur les autres avant d'y abandonner. On pince d'abord la corde pour obtenir des sons purs et voir de quoi il retourne chez l'intéressé. Ensuite viennent des sons plus fondus. L'expérience aidant, on se convaincra de plus en plus qu'il y a souvent dans l'homme beaucoup de ressources auxquelles on ne songe jamais. Quand des personnes sensibles, donc extrêmement ennuyeuses, deviennent irritées, elles sont souvent amusantes. La taquinerie est en particulier une excellente pierre de touche. Tout le secret réside dans l'arbitraire. On croit qu'il n'est pas difficile de pratiquer l'arbitraire, mais il faut de longues études pour s'y livrer sans s'y égarer et pour en tirer plaisir. On ne jouit pas de façon immédiate. On jouit d'une chose tout autre que l'on introduit arbitrairement dans la situation. On arrive au théâtre. Au milieu de la pièce, on commence un livre à la 3e partie. On éprouve ainsi une jouissance toute différente de celle que l'auteur a eu la bonté de vous réserver. On jouit de quelque chose de purement accidentel. On considère toute la vie de ce point de vue et l'on y échappe toute sa réalité. Je donnerai un exemple. Une circonstance m'obligea à essuyer les bavardages de quelqu'un. À tout propos, il me sortait un petit discours philosophique ennuyeux au possible. Et j'allais désespérer un beau jour. Je découvre qu'en parlant,
Il transpirait abondamment. Ce phénomène attira mon attention. J'observais les perles de sueur qui se rassemblaient sur son front, ruisselaient, coulaient sur ses narines et se terminaient en corps ovoïdes qui pendaient au bout de son nez. De ce moment, tout changea. Je pris un malin plaisir à l'inciter à ses prônes, rien que pour voir la sueur perler sur son front et sur son nez. Baggesen parle quelque part d'un homme qu'il qualifie d'excellente personne sans autre reproche que de porter un nom ne rimant à rien. Il est extrêmement récréatif de permettre ainsi aux réalités de la vie de tomber dans l'indifférence devant un sujet d'intérêt arbitrairement choisi. De l'accidentel, on fait l'absolu et, à ce titre, un objet d'admiration absolue. L'effet est surtout réussi quand les esprits sont échauffés. Cette méthode se révèle un excellent stimulant pour bien des gens. On voit dans tout ce qui arrive une caillure, etc. Plus on pratique son arbitraire esprit suite, plus les combinaisons deviennent amusantes. Le degré de cet esprit de suite monte toujours si l'on est un virtuose ou un maladroit. Car, dans une certaine mesure, tous les hommes font la même chose. Il faut constamment changer la perspective de la réalité. Les néoplatoniciens prétendaient que les hommes dont la vie avait été moins parfaite ici-bas devenaient après la mort des animaux plus ou moins parfaits selon leur mérite. Ainsi, ceux des bêtes sociales, par exemple des abeilles. Cette conception qui voit en ce monde tous les hommes métamorphosés en bêtes, en plantes. Plotin croyait aussi que certains ne se changeaient qu'en plantes offrent une grande variété de changements. Le peintre Kirchbein s'est efforcé d'idéaliser tout homme sous la forme d'un animal. Sa méthode a le défaut de pécher par excès de sérieux et de tendre à la ressemblance véritable. À l'arbitraire que l'on adopte correspond au dehors, le hasard. On doit donc toujours avoir les yeux ouverts sur le hasard et toujours être expeditus, prêt à partir, pour le cas où l'occasion se présenterait. Les prétendus plaisirs de société auxquels on se prépare une semaine ou deux à l'avance ne signifient pas grand-chose. En revanche, une bagatelle imprévue peut être une source de grand amusement. Il est impossible d'entrer ici dans le détail. Aucune théorie ne saurait suffire. Même la plus vaste est misère auprès de ce que le génie découle du premier coup en son ubiquité.